Lundi 6 janvier 2020, très heureux d'être avec vous pour ouvrir les vannes d'une nouvelle semaine, pleine cette fois, avec Matin Bonheur qui est en mode récapitulatif de tous ces bons moments du lundi. Bonjour Alix. Bonjour Marco, j'apprécie que vous soyez à mes côtés pour ce lundi. Il vous a fait une petite fausse note, une petite infidélité, mais c'est pour le plaisir de tous, bien évidemment. Ça va très bien. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va faire un peu le tour de tout ce qui a rythmé les matins chez vous, service à domicile, inforoute, instant vérité, et puis aussi tous ces bons moments, mais on garde les fondamentaux au niveau de l'information. Mais voici l'image du jour. Déjà, mesdames et messieurs. Ah oui, c'est assez particulier, hein, une image d'hibiscus, c'est ça? Des singes en mode hibiscus. Ben voilà, il fallait y penser. Quand on a la bonne humeur, c'est déjà ça, et c'est ce qu'on veut vous transmettre pour ce lundi aussi. Bien sûr, la bonne humeur du lundi. On espère que tout se passe bien, que vous allez passer une très très bonne semaine. Tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, voici les bons moments, les moments passés ensemble en votre compagnie dans ce qu'on a appelé Matin chez vous. Et dans ces moments-là, on n'a pas oublié d'y inclure l'info et le service à domicile. Allez, on regarde. Abidjan se réveille, mesdames et messieurs, comme vous le constatez par ces images qui nous montrent un peu la sérénité abidjanaise. C'est comme ça que toute la Côte d'Ivoire se réveille. On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Eh bien, en télévision, c'est pareil. Matin Bonheur, l'émission qui démarre, c'est parti. En ce lundi 21 octobre, regardez comment Abidjan est beau, regardez comment Abidjan est beau. Regardez comment Abidjan se réveille dans le calme et dans toute sa splendeur et sa sérénité. Bienvenue à cette première de la saison. On est très très heureux d'être en votre compagnie. On a voulu être avec vous au cœur de la ville parce que cette année, tenez-vous bien, cette année, la RTI fera en sorte que votre matinale soit chez vous. Oui, proximité. La proximité, rien que la proximité. Alors aujourd'hui, on a décidé pour cette première de la saison d'aller dans une famille. Monsieur et Madame Dali nous attendent du côté de la Riviera Palmeraie et puis on va faire un tour, présenter nos civilités à Madame Zaouli. C'est une téléspectatrice fidèle parmi les fidèles de Matin Bonheur de la RTI. Eh bien, on sera avec elle également. Et puis, cela va nous mener, bien sûr, du côté du siège de la radio-télévision ivoirienne où on va découvrir le nouveau décor pour cette année. Ça va, jeune? Ça va ou pas? C'est comment? Ça va bien. Tu fais quoi ici à Niamey? Je suis apprenti Baka. Tu es apprenti Baka? Ouais. C'est quoi un apprenti Baka? C'est quoi son rôle? Dis-nous tout aujourd'hui. Son rôle, c'est de charger la voiture lorsque son chauffeur gare la voiture. Mais il paraît que vous êtes très impoli. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est faux. Parce que moi, je vous vois, vous êtes un gars cool. Hein? Ouais. Et votre travail consiste à quoi? Le matin, vous commencez à quelle heure comme ça? On peut du tôt le matin aux environs de 5h à 5h30. Nous débutons notre travail. Et ainsi, la journée commence. Et quel est votre rôle vis-à-vis du chauffeur? Vous encaissez l'argent? Vous gérez un peu les voyageurs, c'est ça? Gérer le transport en fait. Gérer le transport. Les transporteurs. Ça se passe dans la bonne humeur? Bonne humeur. Les Ivoiriens sont cool avec vous? Ils sont tous cool. Ils ne vous insultent pas trop les passagers qui nous regardent en ce moment-là? Ils ne vous insultent pas? Non, vous pouvez les demander, mais ils sont témoins. Et là, d'ici, vous partez où? Là, nous partons à la gare de Bassam, direct à 13 juillet. Ah, d'ici à la gare de Bassam. Et il faut donner combien pour aller d'ici à la gare de Bassam? Les matins, souvent, ça sort à 200, mais aux environs de l'après-midi, le samedi comme ça, jusqu'au soir, ça sort à 300. Et pourquoi le matin c'est 200 et le soir c'est 300? Pourquoi il y a 100 francs dessus? Puisque l'embouteillage depuis aux environs de midi, c'est par rapport à l'embouteillage? De l'Indénier jusqu'au feu du plateau, l'embouteillage commence à partir de midi jusqu'à... Alors, montre-nous comment tu fais. Quand tu dois démarrer comme ça, comment tu fais? Vous avez une manière de taper là, ça veut dire quoi? Vas-y, fais un voix. C'est le signal. Charlie, alors ça, c'est le signal. Mais si tu tapes doucement, ça fait quoi? Si tu veux taper fort comme ça? Tu peux taper doucement, il ne va pas attendre. Donc tu tapes. Pour que les passagers même ils soient au courant et puis c'est pour attendez, on se met comment? Attendez. Attrape. Non, toi-même attrape mon micro. Puis comment je fais? Je me mets comme ça? Asseyez-vous. Je m'assois. Voilà, vous faites entrer les deux jambes. Les deux jambes. Ah, chauffeur, là, ça. Chauffeur, matin bonheur. Voilà. On s'en va, ça. Matin bonheur. C'est un matin bonheur. Combien de places il reste? 3 places. 3 places. Elle a monnaie, précis. Elle a monnaie. Pour éviter les associations. Pour éviter quoi? Les associations à la gare. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct du grand carrefour de Koumassi. Vous savez que chaque début de semaine comme ça, on a l'habitude de rester avec vous, d'aller en cité, dans la cité, prendre un peu toutes les pulsions, tout ce qui s'y passe afin de restituer cela à l'antenne. Aujourd'hui,
dans le volet thématique de notre émission, nous allons rencontrer notre spécialiste Valentin Zawi qui nous parlera bien sûr des métiers de l'hôtellerie. Mais avant d'en arriver là, on est très heureux de savourer ce moment-là que nous partageons avec toutes les populations vaillantes qui s'élèvent tôt du côté du grand carrefour de Koumassi. Regardez les images du grand carrefour de Koumassi qui se réveille, qui fait partie des endroits névralgiques de notre cité. Et à mes côtés, celui qui m'a prêté vraiment tout son arsenal de travail, c'est bien Moussa. Bonjour Moussa. Le micro, Moussa, le micro. Oui, bonjour, bonjour. Ça va Moussa? Oui, ça va. Alors Moussa, c'est à vous, c'est lourd, hein? Comment vous faites? Oui, mais quand tu poses, après, ça va être lourd. Ah, Ça se lève un après, peu. Alors Moussa, présente-toi. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là? Ça fait 20 ans que je fais ce travail. Tu t'appelles Moussa 20 comment? ans, Moussa Mohamed. Mohamed Moussa. Mohamed Moussa, ça fait combien d'années que tu fais ce métier-là? 20 ans. 20 ans. Inch'Allah. 20 ans. Inch'Allah. Et on m'a dit que tu as 2 femmes. Inch'Allah. Et tu es un monsieur très actif Inch'Allah. qui travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Et vous avez combien de choses comme ça là, chaque matin, le café là? Non, j'ai un seulement. Un seulement. Et comment ça se passe le matin ici au grand carrefour de Koumassi? Bon, pour le moment, moi, je ne vais pas dire que j'ai vu quelque chose. Nous, ce soir, on ne rentre pas. On ne va pas dire qu'il y a quelque chose. Alors donc vous servez le café? On sert tout le ça? café, les clients, tranquillement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Ah Merci ouais, beaucoup. pas de problème. Merci bien. Allez, nous avons pris notre café avec Moussa. 20 ans de vente de café ici avec 2 femmes, tout ça. Vos femmes s'appellent comment? Regardez la caméra et puis faites un gros bisou à vos femmes. Il y a autre qui Venez s'appelle à côté de moi ici. Venez à côté de moi ici. Adama Aminitou. Là, il y a une qui s'appelle Adama. Aminitou. Adama Amenikou et l'autre femme s'appelle comment? L'autre s'appelle Adama. L'autre s'appelle Aminitou. Ok. Alors ça c'est mon ami ça. Il a 2 femmes, ça fait 20 ans qu'il vend le café et il s'en sort bien. Ça nourrit son homme. Tu arrives à payer l'école de tes enfants? Oui, tout ça? j'ai fait tout un peu, Inch'Allah. D'accord. J'ai fait tout un peu. Merci beaucoup Moussa. Merci, madame. Merci. Merci Allez, vraiment. nous allons donc au cœur de la cité, mesdames et messieurs, avec les populations qui vont nous faire l'honneur de prendre le poule. Hein. On va prendre le poule avec eux. Regardez un peu comment le grand carrefour se réveille ce matin. Chacun va qu'à ses occupations. Il y a la station qui va ouvrir et il y a ceux qui attendent les transports. Nous sommes avec Patrick, le Chinois. Ici, c'est lui qui nettoie toute l'ossature hein, par rapport au souvenir du Daichi. C'est lui qui s'occupe ici de l'endroit. Comment ça va, pas trop? Ouais, ça va. Patrick, le Chinois. Mais c'est comment ici? On dit que c'est toi qui t'occupes du coin, tu nettoies, tu balaies, tout ça. Ah, c'est comment, Patrick? Oui, ça va bien. Ici, nous les Chinois, pour ce que le Daishin a fait pour nous, on est obligé chaque jour de venir nettoyer, de venir allumer les bougies. Voilà. Et ça se passe comment? Vous êtes là ici, tu es ici tôt le matin? Comment Tôt ça se le passe? matin, la journée, je suis à la maison. Tôt le matin. Et tu habites où? Terminus 81. Ah, on vient de là-bas, terminus 81, 82, c'est à côté là. Et ça se passe comment? Explique-nous. Est-ce qu'il y a du monde qui vient encore? Il y a du monde qui vient, mais eux viennent Ils viennent souvent allumer les bougies, faire un peu les prières, faire quelques prières et puis partir. Et tu nettoies ça proprement chaque jour? Nettoie proprement. On dit que parfois tu dors ici même. Ouais, souvent on dort ici, moi et mes amis. Ça ne nous gêne pas quoi. C'est pas on est les fanatiques du Daishin que chaque jour on est là. D'autres personnes pensent qu'on n'a rien à faire ou bien c'est passé, on ne sait pas. Mais c'est parce que là, ce que lui a fait pour nous là, c'est pas tous les artistes du coupé décalé qui ont fait ça pour nous. C'est pourquoi que chaque jour on est là, le Daishin. Vous savez qu'il y a une journée qui arrive là, qui est la journée où on commémore toutes les personnes décédées dans un accident. Oui. Donc c'est pour ça qu'on vous prend aujourd'hui. Et vraiment ce que vous faites là, c'est admirable, c'est courageux quand même, parce que vous mettez votre vie en danger, vous êtes sur la route, tout ça, c'est que vous êtes un vrai Chinois. C'est un vrai Chinois, c'est Patrick le Chinois. Voilà. Là, le passage est secret, hein. Il n'est pas permis à tout le monde. Il paraît que c'est un passage secret, il n'est pas permis à tout le monde. Mais bon, j'ai une mission pour voir toute la RTI en poisson ce lundi. C'est ma mission, Alix. Allez, suivez-moi. Allez, quand on arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a du monde comme ça ici? Ici, c'est le marché de poissons. Oui. Marché de poissons frais. Il y a quel genre de poissons ici, mon frère? Il y a tout ce que tu veux, il y en a ici. On nous a dit que c'est toi qui maîtrises le coin. Présente-toi. Tout, c'est moi qui est le général d'ici. Si tu veux, il faut demander après le général. Alors, c'est ça comment?
Alors, général, comment ça se passe? Oui, ça se passe. Actuellement, là, on est trop chaud d'abord. D'accord. Quand tu viens là, tu viens ici à quelle heure comme ça? À 3h du matin, souvent à 2h. Ok. Regardez le général travailler, regardez comment on découpe le poisson. Regardez comment ça se passe, regardez, c'est magnifique. Les gens qui se débrouillent, ils viennent le matin comme ça, vendent le poisson et ça fait plaisir quoi. Ah, c'est le royaume du poisson. Waouh. Il y a du poisson à gogo. Oui, voilà, c'est ça, mesdames et messieurs. J'aime cette Côte d'Ivoire qui travaille, qui se réveille le matin, cette Côte d'Ivoire qui bouge. Regardez-les, comment c'est bien à voir. Voilà, des gens braves, des hommes et des femmes au service de l'alimentation de la population. Et ils sont là depuis 2h, 3h du matin. Regardez comment ils travaillent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire que j'aime. C'est la Côte d'Ivoire que j'aime. Et vraiment, je suis touché. Ouais. Là, c'est quoi? C'est les capes? Les capes rouges. Les capes rouges? Ouais. Ah, c'est quoi la particularité des capes rouges? C'est bien pour frire, même à la braise. Et moi, j'avais quoi? Tchéké, poisson, igname? Poisson, igname, ça passe. Hein. C'est bon pour tout le monde, hein? Ouais, c'est bon pour tout le monde. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est quel poisson, ça? Voilà, ça, c'est les brochets. Là, c'est les brochets? Ça, c'est les petits bars. Les petits bars? On appelle soso. Soso, ah, d'accord. Merci d'être à Matin Bonheur, matin de la proximité, ici avec les lavandiers. Les lavandiers s'installent. C'est la première fois que moi, je mets les pieds ici. Et je suis impressionné de leur organisation. Ils sont organisés, il y a la sécurité, tout se passe bien. Regardez, ils sont en train de s'habiller. Il y a des hommes, il y a des femmes. Ils sont en train de s'habiller, ils sont en train de se préparer. Ils nourrissent leur famille avec tout. Alors, comment ça va? Oui, ça va. On dit c'est toi la dame forte ici. Comment ça se passe ici avec les Fanico là? Ils sont bien? Oui, quand tu les sais en quoi? Tu leur donnes quoi? Savon, je les donne. Ah, d'accord. Toi, tu es la vendeuse de savon. Oui. Quel genre de savon tu vends? Le savon. Ah, c'est le vrai savon, ça. Ça rend les habits propres, c'est ça, non? Oui. Et c'est combien le morceau, là? Le morceau, c'est 100 francs. Le morceau, c'est 100 francs. Et ça fait combien d'années que tu laves tu vends les savons ici? Ça a duré. Ça a duré. Ah, regarde comment elle coupe même. Elle est forte, hein. Tu t'appelles comment? Ah, Adjara, tu es forte. Regarde comment tu coupes ça rapidement comme ça. Non, je paye pour lui. Je paye pour lui. Ok. Hein? Je paye. Ça fait combien? 300. Ok, on va payer pour lui. Alors, comment ça? Me filmer comme ça pour me montrer quoi? Mais oui, pour montrer, tu te débrouilles. Est-ce qu'il y a honte dedans? Tu travailles, tu te débrouilles, tu voles pas, tu fais un bon travail, tu laves les habits, tu fais en sorte que les habits des gens soient propres. Ou bien, Adjara? Parce qu'il a payé pour lui, là, il veut prendre beaucoup. Non. Madame là. C'est pour lui, c'est pour son frère. Ah, c'est pour son frère. Yaya, tu veux savon? Mais prends savon avec Adjara, je gère. Adjara, donne savon, là, on va payer. Adjara, donne savon 100 francs à Yaya, et puis 100 francs à Jakis. Hein? Quoi ça? Il dit, il veut quoi? 300? Ah, Yaya. Adjara va t'envoyer savon, hein? Elle va t'envoyer savon. Jakis, toi aussi tu veux savon? Ok, envoyez savon aussi à Jakis. Aujourd'hui, là, c'est Matin Bonheur qui paye tous les savons ici. Alors, comment ça? Ça veut dire quoi ça? Bonjour ma chérie. Bonjour, ça va bien? On dit quoi ici? Ça va? Oui, ça va. Ça va bien. Alors, on dit à Nono ici, c'est le siège de la tchéké. Le meilleur tchéké d'Afrique, de Côte d'Ivoire vient d'ici, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors là, vous faites quoi comme ça là? Bon, je suis en train de presser d'abord. Et puis après, je vais enlever, on va écraser. Et puis il y a des femmes qui vont venir spécialement pour taper, elles vont faire des grains et puis ensuite on va préparer, sécher et ensuite on va préparer. D'accord. Alors, donc elles se lèvent tôt. Là, elles ne sont pas encore là. On dit non, que... elles ne sont pas encore là. Elles doivent travailler à la maison avant de venir. Et quand elles travaillent à la maison, elles sont où? Elles sont de l'autre côté là-bas? Non, il y a d'autres qui quittent à Toban, il y a d'autres qui quittent à Blocos. Elles marchent, elles ont pointe pour venir. Mais pourquoi on dit que la tchéké d'Anono, là, c'est bon, c'est spécial là? Il y a quoi dedans même? Il y a qui dedans? Bon, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans parce que bon, la manière qu'on fait notre tchéké, c'est bien doux, les grains sont bons. Et puis quand les gens viennent, quand ils mangent, ils apprécient ça. Ok, maintenant ça là, tourner, on va voir. Comment on tourne? Quand on tourne comme ça, c'est pour faire quoi? Quand on tourne là, c'est pour faire quoi? On tourne comme ça pour pouvoir serrer. Bon, attrapez le micro, moi j'ai tourné pour vous. Je tourne comme ça, hein? Oui. Voilà. On va serrer pour que ça puisse sécher. Voilà, mesdames et messieurs, Marco, préparateur d'attiqué. Voilà. Tout ça là, c'est Matin Bonheur qui me transforme en cuisinier. Vraiment, je sais encore. Ah bon, je sais encore. Voilà. À l'eau sort. Voilà. Que ça puisse sécher. Voilà. Et ensuite,
Alors, vous allez voir la pureté du manioc, mesdames et messieurs. C'est la base, c'est de là que tout part. Quand le manioc est bien comme ça, ah, la blancheur. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, regardez, regardez comment elle est habile. Si c'est moi, il y a longtemps, le couteau a coupé mon doigt. Waouh. Voici le manioc, je dépose ça dans ma cuvette et puis je vais aller laver mon manioc. Attention. D'accord. Elle a déposé, voilà. Et... On lave le manioc. Ah, il y a une manière particulière de laver le manioc. Hein. On a un pour laver parce que comme ça dure là, donc c'est pour cela on lave ensemble pour pouvoir avoir le manioc propre dans la cuvette. Je vais déposer dans la cuvette. Attendez, attrapez mon micro, je vais vous aider. Attrapez mon micro. Non, 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 je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider. Alors c'est comme ça, c'est comme ça. Mesdames et messieurs, le manioc, la tchéké de notre pays mérite des sacrifices et nous on est très heureux de mettre la main au manioc ce matin. On fait entrer. Ouh là 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 là. On vous réveille là. Oh. C'est Matin Bonheur et la RTI seulement qui peut vous réveiller comme ça. Comment ça va? Ça va, monsieur. Ça va bien? Ça va. Alors vous vous présentez, vous appelez comment? Je suis Missa Noël Alexia, et je suis étudiante en licence 3 de droit privé. Et vous avez cette chambre-là depuis combien de temps? Asseyez-vous. Ça va faire Faites 3 comme chez ans. vous. Ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans que vous avez cette chambre. Et alors comment ça se passe? Comment vous l'avez eu? Et puis comment ça se passe au quotidien? C'est à cette heure-là que vous vous réveillez ou bien un peu plus tôt? Je l'ai eu par dépôt de dossier. Maintenant, je me suis levée un peu plus tôt parce que d'abord je traite des exercices et puis ensuite je vais maquiller. Ah, à côté de votre condition d'étudiante, vous êtes maquilleuse. Alors, votre voisine s'appelle? Elle s'appelle Ofoudou. Je peux m'asseoir? Alors, là, nous, c'est Matin Bonheur. On vient au plus proche de vous. Désolé de vous avoir réveillé. Comment ça va? Ça va bien. Alors, vous êtes voisine depuis longtemps maintenant? Pas longtemps. Je suis là, ça fait 7 mois. 7 mois. Et comment ça se passe, le voisinage? Ça se passe très bien. On vit comme si on vivait en famille. Est-ce que la vie en cité, en cité universitaire est difficile? Est-ce que c'est dur? Non. C'est pas dur? C'est pas dur. C'est pas aussi dur que ça. À part le voisinage avec la voisine, bon, comme on a une bonne voisine qui est aussi chrétienne comme nous, dans le voisinage, ça va. Mais on la vie en cité, ça peut aller. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que vraiment vous puissiez vous épanouir? Oui, les conditions sont réunies pour mieux étudier. Alors, comment vous vous organisez? À quel moment vous êtes en chambre? À quel moment vous allez en salle d'études, les cours? On vient en chambre après les cours et on s'organise et ensuite on retourne dans les amphis pour aller réviser là-bas. D'accord. Et vous êtes dans quelle filière? Sciences, économie et de gestion. Alors, donc, ça c'est un voisinage, droit, sciences, économie. Oui, c'est ça. Yvonne, ça fait quoi de venir voir sa meilleure amie qui a une chambre et puis vous n'avez pas de chambre? Ça vous frustre un peu, hein? Il faut le dire, ça frustre. Mais comme on dit, c'est en Afrique, c'est la fraternité. Donc les jours besoin, et je viens rester avec elle. Comme on dit, elle me laisse cambodger avec elle. Voilà. Et vous allez insister pour avoir votre chambre? Bon, les 2 premières années, j'ai insisté, mais ça n'a pas porté de fruits. Donc finalement, j'ai laissé tomber. Ah, d'accord, d'accord. Et les avantages, les gens qui ont des chambres, ils ont quel avantage concrètement? Dites-nous. L'avantage, il y a la proximité, Okay. comme je l'ai dit. Et puis, il y a une facilité à pouvoir réviser les cours. Parce qu'ils sont déjà au sein de l'établissement. Il y a plusieurs salles disponibles dans la soirée pour pouvoir réviser facilement. Ah, d'accord. Mais c'est vers où? Vous avez cours où? On tourne comme ça, c'est au nouveau site. Au nouveau site, hein? Oui, par l'entrée de police. Donc, on est sur la bonne voie, hein? Nous, on va aller dans le forum, là. Comment on fait? Dans le forum, Dans le forum. Ah, d'accord. On va vous suivre, hein, on va vous suivre, venez nous aider. Donc, vous garantissez maintenant qu'il y a la sécurité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Le monsieur l'a dit qu'il y a la sécurité ici. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a la sécurité ici, hein? Il n'y a plus d'agression, tout ça là? Oui. Hein? C'est vrai, merci, Coco? C'est vrai, il y a mon sac. Hein? Je n'ai pas caché. Mais il y a quoi dans le sac là? Dis-moi ce qu'il y a dedans. Dis-moi dans mes oreilles. Tout le monde connaît Adjamé. Allez, les Ivoiriens se réveillent très tôt. Waouh! Nous entrons au forum. C'est ici l'entrée du forum. Là, nous sommes dans le forum. Tous les foyers d'Abidjan passent par ici au moins le week-end, au moins une fois dans la semaine. Parce qu'il y a de tout ici. Il y a pour manger. Bonjour maman. On peut manger ici normalement. On peut acheter tout pour les fêtes. Et donc, imaginez ce que ça donne à quelques jours des fêtes de fin d'année. Bonjour maman. Mais maman, je peux venir vers toi? Oui.
On dit quoi? Comment ça va? Ça va très bien. Alors toi, tu vends quoi ici? Je vends aubergine piment. Est-ce que ça marche? Par la grâce de Dieu, un peu. Est-ce que la vie est chère ici? Non. Est-ce que les Ivoiriens payent beaucoup? Ils ne payent plus beaucoup parce que beaucoup de restaurants sont cassés. Ah bon? Oui, ça les femmes de restaurants vendent, mais beaucoup ne vendent plus. Ah bon? Donc on vient comme ça, nous on n'a plus de place. Si on vient à 4h, 6h, nous ça va. On n'a plus de place. Si on met à 6h, ça s'assoit à la maison. On vient avoir place. On n'a pas de place, on se débrouille dehors, nous est chassés. On ne sait pas comment faire. Mais vous êtes ici? C'est une place ici? Non, on va se lever tout aussi si les gens des magasins viennent. Ça ne nous appartient pas. Les gens des magasins viennent à 6h, nous on se lève. D'accord. Oui, c'est comme ça. Et c'est madame comment? C'est madame Goibi. Madame Goibi? Oui. Vraie femme gourou? Oui. Comment ça va? C'est ça, madame Goibi. Voilà, mesdames et messieurs, les femmes sont là. 75% de la contenance ici, ce sont les femmes. On vient pour faire les courses, tout ça. Alors, regardez comment les gens sont. Ça va bien? Ça va bien? 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ah, 1000 francs, 1000 francs. Ça va bien? Ça va. Ça se passe bien, ça marche un peu? Ok. Deuxième famille, combinaison Père Noël, ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, RTI. Voici ce que ça donne. Bonjour madame, on vous a entendu prier, vos prières sont réalisées. Voici ce qu'on vous a apporté. Vous êtes en train de prier quand on est venu. Voilà la prière. Vous dites que la prière là c'est la réalité. C'est pour vous ça. Joyeux Noël. Le Dieu que vous priez a permis que nous arrivions ici. Tenez, tenez, c'est pour vous. Voilà. Madame, c'est pour vous. On vous a entendu prier depuis derrière là-bas. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur. Mais ça tombe bien parce que tout ce que Dieu fait est bon. Le temps de Dieu est toujours le bon temps. Voilà, ça c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez fêter dans la dignité. Essuyez vos larmes, ne pleurez surtout pas. Et tous ces vivres, c'est accompagné d'une enveloppe pour que vous puissiez fêter avec les enfants, avec toute la famille, dans la joie et dans le bonheur. Merci. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous donne encore plus. Vous avez à lever pour que le Seigneur remplisse cela. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, bon courage. Et surtout, et joyeux Noël. Bisous à vous. Au revoir madame. Allez, au revoir. Là, nous sommes à la troisième famille que nous allons essayer de relever. Coco, c'est la RTI, ministère de la Famille, la Femme et de l'Enfant. Bonjour. Bonjour, monsieur. On est passé vous saluer avec ça. Avec une représentante du ministre du gouvernement, spécialement venue vous dire bonne fête. Si on a les moyens, on ne peut pas habiter ici dans ce coin. C'est par les difficultés, par manque de moyens que nous sommes en ce lieu. Donc vraiment, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez combien d'enfants? 6. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ces fêtes-là? Non, actuellement, on n'a rien. On n'a même pas l'argent même pour fêter. Donc vraiment, je veux vous remercier. Que le Seigneur vous bénisse. Okay. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Ici, nous sommes à la gare Bassam. On va constater qu'ici, il y a un foisonnement de véhicules de tout type de transport, de véhicules de taxis, des véhicules de minicars et des gros cars derrière. C'est ça cette particularité que nous allons mettre en exergue aujourd'hui. C'est quoi une gare routière? Une gare routière, c'est un espace public qui est aménagé à la correspondance entre plusieurs lignes. La gare de Bassam porte son nom probablement parce que non loin d'ici, il devait avoir la gare ferroviaire qui devait déverser abondamment de personnes à l'époque et qui faisait qu'on avait besoin de trouver un espace de rencontre pour éparpiller cette population-là à travers les diverses cités d'Abidjan. La particularité ici, c'est qu'on va avoir des gares routières au sens même de la loi, des gares routières au sens même des conditions de fonctionnement du code de la route. Et puis on va avoir aussi des parcs de stationnement qui ne sont pas vraiment des gares routières. On verra avec les minicars qui vont à Gonzague, qui sont dans une situation de parking, de stationnement. Ce n'est pas véritablement une gare comme son nom le dit. Ils font juste une correspondance, ils viennent, ils ne font que maximiser l'embarquement et le débarquement de leurs clients. Maintenant, loin de là, on va avoir une gare d'un transporteur pour aller à Bassam, qui lui va s'approcher un peu des conditions de création et de gestion d'une gare routière. De part et d'autre de l'autoroute, il est signalé que la vitesse maximum est limitée à 60 km/h. C'est vrai, nous sommes sur l'autoroute, mais nous sommes sur un tronçon en pleine agglomération et c'est à bon escient que l'autorité de sécurité routière a limité la vitesse ici à 60 km/h. Il faut le prendre en compte.
Nous sommes dans une espèce de pente de part et d'autre. Et la pente, bien évidemment, va avoir pour effet d'accélérer le mouvement du véhicule. Et donc, on aura plus de mal à réussir à freiner, surtout lorsqu'on n'a pas observé suffisamment de distance de sécurité entre nous et la voiture qui nous précède. C'est un des facteurs qui peut expliquer les accidents. On va aussi constater qu'ici, il y a une forte affluence de poids lourds, de gros camions. Et ça va occasionner peut-être une gêne pour les automobilistes vulnérables. Dans les tours, les immeubles à grande hauteur, appelés communément IGH, c'est des bâtiments qui sont construits près d'une nappe d'eau pour des raisons de sécurité. Et il existe tout un système de sécurité dans ces bâtiments que vous voyez. Il existe un paratonnerre, un parafoudre et une ampoule crépusculaire qui signale la présence, qui signale aux avions la présence du bâtiment. À l'intérieur, vous avez l'arrivée CIE, vous avez la salle transfo, vous avez le tableau général de basse tension et vous avez aussi le local ondulaire. Et tout ça, c'est pour avoir une bonne réserve dans le bâtiment. Et vous avez aussi l'arrivée SODECI, dont à l'intérieur du bâtiment, il y a une bâche de 120 mètres cubes d'eau réservée pour l'extinction en cas de feu. Vous êtes propriétaire d'une voiture, vous devrez avoir un extincteur à bord de votre véhicule. En cas de feu, comment utiliser l'extincteur? Et à partir de là, quand vous êtes au volant, vous sentez une odeur de brûlé. Comme je le dis, dans un premier temps, vous ouvrez le capot de cette manière, parce que vous avez senti l'odeur de brûlé. Et vous utilisez votre moyen d'extinction que vous aviez. Dans un second temps, si le feu a pris une certaine intensité, vous avez vu qu'il y a beaucoup de fumée et que vous sentez vraiment l'odeur de brûlure et que vous sentez qu'il y a le feu, vous vous mettez de côté. Vous actionnez et vous vous mettez de ce côté. Vous ouvrez dans ce sens-là. Là, vous-même, vous êtes protégé. Par le capot, vous êtes protégé à cause du retour des flammes. Et là, vous utilisez votre moyen d'extinction ou vous utilisez de l'eau. Allô? Bonjour coach. Oui, bonjour madame. Moi c'est mademoiselle Olga Nyakri. Ok, bonjour mademoiselle. Bonjour coach. Je vous appelle par rapport à mon problème donc je vous ai fait part. D'accord. Oui, par rapport à mon mari. D'accord. Ce que je peux vous dire madame, soyez sereine. Merci coach. Je suis avec mon homme, ça fait 5 ans que nous vivons ensemble. Au début, tout était parfait. C'était l'homme idéal. On partageait tout ensemble, ses projets et tout. Et là, ça va bientôt faire 10 mois que mon homme ne me touche plus. Il ne me touche plus, il ne me parle plus de ses projets, il ne partage plus rien avec moi. Surtout le côté conjugal, il ne me touche plus. Et là, je suis à bout. Je viens vers vous, coach, pour que vous m'aidiez parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé, mais il est sur sa décision. Il ne veut plus me toucher. Je suis fatiguée. Je viens vers vous demander de l'aide. Je suis psychothérapeute et éducateur parental. Vous m'avez appelé et je suis à vous ce matin pour vous rassurer. J'aimerais vous dire que les problèmes de ce genre peuvent avoir plusieurs origines en fait. Ça peut être lié à un dysfonctionnement sexuel qui a plusieurs phases. Et puis ça peut être lié également à des relations extra-conjugales. Ça peut être lié à des problèmes que vous vivez dans le couple, etc., qui n'ont rien à voir avec la sexualité. En tout cas, belle initiative pour cette nouvelle saison, les matins de la proximité avec Marcelin, tout dévoué pour être avec vous tous les lundis. On apprécie, on espère que vous aussi vous appréciez. En tout cas, des retours qui nous sont faits, vous êtes très heureux de recevoir chaque jour Marcelin.
chez vous, dans différents endroits. Le lundi prochain, il sera avec vous, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, on va faire le condensé de tout ce qu'on aura vu depuis le démarrage de cette saison. Mais vous savez, on reste avec les fondamentaux. Ça va passer par le bloc publicité, météo et Régis Kofi qui est là pour le premier flash. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, la vague de fraîcheur matinale sera encore présente tôt le matin sur l'ensemble du pays, avec des températures très basses, notamment dans les régions du nord-ouest et de l'ouest, où les températures avoisineront 10 degrés. Cette fraîcheur sera accompagnée de vents secs et poussiéreux sur l'ensemble du pays, avec une réduction de la visibilité. Pour les températures, on note 21 degrés le pic à Abidjan, 19 à Diaké, 16 à Bandoukou, 17 à Boaké ainsi qu'à Daloir, 15 à Dimbokro et dans le Go, également dans le Poro, 10 degrés à Mont et à Odiéné, 20 à San Pedro, 19 à Sassandra et Tabou et enfin 14 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, la présence du soleil apportera un peu de chaleur, mais la concentration de poussière augmentera sur l'ensemble du pays par son de 200 à 500 microgrammes par mètre cube. Dans la moitié nord du pays, elle passera de 50 à 250 microgrammes par mètre cube dans la moitié sud. Le ciel sera brumeux et la visibilité sera réduite. Pour les températures, on note 30 degrés à Abidjan, 29 à Diaké, 31 à Bandoukou, 30 à Boaké, 32 à Dalouan ainsi qu'à Dimbokro, 31 dans le Go, 29 à Korogo et Mans, 28 à Odiéné, 30 à San Pedro, 29 à Sassandra et Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État a lieu ce lundi 6 janvier à la présidence de la République. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan de l'année 2019 et de présenter les perspectives pour 2020. Les chefs coutumiers de Toumoudi s'engagent à prôner la paix. Ils l'ont dit à la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou-Kofi. C'était samedi lors d'une rencontre d'échange des vœux. On fait le point avec Charles Tatou. Environ 200 leaders de communautés, notamment des chefs de quartier et de villages de Toumoudi, d'accord avec les élus et cadres conduits par la ministre Raymond Goudou-Kofi. Cette année 2020, année électorale, pas d'écart de langage ni d'heurts doivent prévaloir dans le département comme en Côte d'Ivoire le bon ton, le vivre ensemble et la paix. Pour cela, les chefs coutumiers déterminés à renforcer l'action de pacification. Ce sont les conseils qu'on donne à nos enfants. L'élection qui vient, que ça soit apaisé. Les enfants n'ont qu'à prendre leur temps à écouter les gens, pas des palabres. Et aussi à Toumoudi, on va parler à nos populations. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas palabre. Ce sont des idées. Aussi, à l'agenda des chefs coutumiers de Toumoudi, des plaidoyers pour réconcilier le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konabédié. Ces engagements au terme d'explications sur la nécessaire unité ivoirienne.
comme pour revivre l'ère Houphouët-Boigny marquée par la cohésion nationale et le développement. Des valeurs à revendiquer, selon la ministre Goudou Kofi et ses frères, dans le respect des institutions. Et la politique ne peut pas nous diviser parce que nous sommes tous enfants de Toumoudi. Que les chefs donnent des conseils aux jeunes. Il faut que les chefs aient à l'esprit qu'ils ont un rôle d'apaisement à apporter. Le discours doit être un autre discours parce que justement nous sommes dans une période qui va être une période difficile pour certains, mais qu'ils doivent rassurer les uns et les autres. Cette rencontre se situe dans le cadre du traditionnel échange de vœux de Nouvel An. Elle aura permis de lever des inquiétudes, tel le projet de la maison des chefs de Toumoudi. On sera à Séguéla, où le conseil régional du Ouorodougou a adressé le bilan de ses activités, non sans dégager les perspectives au cours de sa 4e session ordinaire. Astou Touré nous en parle. Plus de 400 jeunes ressortissants de la région de Séguéla se sont retrouvés dans la capitale du Ouorodougou pour réfléchir sur les conditions de leur autonomisation. Première du genre dans le département, pour la jeunesse, cette rencontre, c'est l'occasion de mettre en relief leurs difficultés. 80% des jeunes d'ici, dans les différents villages, s'adonnent à l'agriculture. Et généralement, sur les réseaux sociaux, c'est la jeunesse urbaine qui s'exprime. Donc, nous sommes là pour parler au nom de toute la jeunesse et orienter la politique du conseil vers les agriculteurs qui sont 80% actifs. Ces assises présidées par le conseil régional ont été marquées par 4 communications. Il s'est agi de discuter sur le mécanisme de financement de projets directs présentés par les jeunes et de discuter sur la question de l'employabilité de la jeunesse. Dans la même journée, il s'est tenu la dernière réunion du conseil régional du Ouorodougou au titre de l'année 2019. À l'ordre du jour, le bilan de l'an écoulé. Votre nouveau conseil comprend ainsi une femme, première vice-présidente et 3 conseillères. Quant aux jeunes, ils font une entrée remarquée avec 2 postes de vice-président et un grand nombre de conseillers représentatifs de cette frange majoritaire de notre population. J'ai pu dire modestement que le Conseil a fait des efforts en matière de communication et de présence sur le terrain. À cette rencontre, le nouveau préfet de région a été présenté aux populations. Ma vision se résume aux 3 grands équilibres. L'équilibre sécuritaire, la cohésion sociale et une animation intelligente, une coordination des activités des services publics de l'État au niveau de la région. Une remise d'équipements agricoles a mis fin à cette rencontre. Refermons l'actualité nationale en culture. L'État apporte son appui aux jeunes dans le cinéma. Regardez. Trois mois de formation au métier du cinéma pour une trentaine de jeunes talents. Au final, le résultat est plus qu'encourageant. Les apprenants ont démontré leur maîtrise des techniques cinématographiques. À travers des fictions courts-métrages, les étudiants du studio Instant de Vie ont récité leurs leçons. Jeu des acteurs, scénario, direction photographique, post-production ont été exécutés par ces jeunes pousses. De belles prestations couronnées par un diplôme de fin de formation pour ces jeunes qui constituent la relève. Ces films qui ont été réalisés, c'est nous qui avons écrit les scénarios. S'il y a d'autres initiatives comme celle-ci, nous allons prendre part et nous perfectionner. Chacun de nous a fait différents ateliers. Moi, j'ai fait l'actorat. Je continue de faire des castings pour être retenu dans des films. Et ceux qui ont fait le son continuent de travailler leur performance. Ceux qui ont fait l'image continuent de travailler leur performance également. Charlie Kodjo, responsable des studios Instant de Vie et initiateur du projet Creative Lab ou laboratoire créatif, se dit satisfait et impressionné par le travail abattu avec le soutien de professionnels. On est vraiment satisfait de cette première édition. C'est juste un début. On prépare d'autres éditions pour 2020. Et je crois qu'avec l'aide de nos partenaires, on pourra former pour 2020 autour de 50 jeunes encore qui vont intégrer le programme.
Creative Lab, premier programme ivoirien de formation des jeunes talents au métier du cinéma, va se poursuivre toujours avec l'appui du ministère de la Culture et de la Francophonie et d'autres partenaires prêts à accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement de son industrie cinématographique. Sur le continent Zimbabwe, le risque de famine n'a jamais été aussi fort depuis 10 ans. Plus de 8 millions de personnes se retrouvent actuellement en situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Le PAM réclame 200 millions de dollars, 100 milliards de francs CFA pour faire face à une catastrophe humanitaire annoncée. Dans l'actualité internationale, avant l'arrivée des stars, dernier préparatif sur le tapis rouge des Golden Globes à Beverly Hills. À quelques heures du début de la cérémonie, l'événement inaugure, comme chaque année, la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood. Et cette liste préfigure souvent des résultats de l'autre grand moment pour Hollywood, les Oscars. Qui dit soirée glamour, dit aussi tapis rouge avec une pluie de stars, de Nicole Kidman à Charlize Theron. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. On retrouve tout de suite Alix et Marco, tout là-haut, en régie. Merci à vous, Régis, Kofi. On vous retrouve un peu plus loin dans ce programme spécial. Ce lundi 6 janvier, on est en mode récap. Récap, vous avez dit récap, mais on garde toujours les fondamentaux, les piliers. On garde l'arbre tutélaire de l'émission avec l'info qui passe bien sûr par notre très cher Renaud pour la revue de presse. À vous, Renaud. Bonjour Alix et Marco et bonjour à tous les spectateurs. On démarre la revue de presse avec Fraternité Matin qui barre à sa une. 2020, les convictions d'Amadou Gon Koulibaly. Le journal pro-gouvernemental révèle les recettes du Premier ministre pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, Fratmat reprend une publication que le chef du gouvernement a fait sur son compte Twitter. Publication relative notamment à la vision que lui inspirent les instructions du président de la République. À la une du Patriote de ce jour, les objectifs de la Côte d'Ivoire pour la nouvelle année. Après avoir consolidé son statut de première puissance économique sous-régionale en 8 ans, la Côte d'Ivoire, selon le confrère, va amorcer pour 2020 le grand virage vers l'émergence. Plus de précisions dans le Patriote de ce jour. Le Nouveau Réveil s'intéresse au rendez-vous électoral majeur de cette année avec ce titre, présidentiel de 2020. Voici l'équipe d'investiture du candidat du PDCI RDA. Le confrère cite à cet effet quelques organes du parti déjà à la tâche, tels que notamment la coordination, le comité d'organisation pratique ou encore les commissions techniques, et livre les précisions de Maurice Kakou-Gikaoué, le coordonnateur de la convention. Plus de détails dans le Nouveau Réveil de ce jour. L'Inter donne une exclusivité sur la présidentielle de 2020. À 10 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le confrère fait de grosses révélations sur les commissions électorales locales dont l'installation sur toute l'étendue du territoire national a pris fin le 23 décembre dernier. Selon la direction exécutive du RHDP que cite le quotidien, le parti présidentiel détient la présidence de plus de 90% des CEI locales. Plus de précisions sur cette information dans l'Inter de ce jour. On reste avec l'Inter qui s'intéresse à la situation sociopolitique du pays en affichant en manchette cette fois Soro Guillaume, Adama Bictogo et Blé Goudé, 3 acteurs politiques nationaux. Pour le premier cité, le confrère révèle que depuis son exil en France, Soro prend une nouvelle décision. Quant au secrétaire exécutif du RHDP, il lance que la bataille ne sera pas facile, tandis que de son côté, le leader du COGEP veut rencontrer le président Ouattara. Plus de détails dans l'Inter. Le quotidien Le Matin, dans son édition de ce lundi 6 janvier 2020, propose une enquête express sur les coupeurs d'ongles et les barbiers ambulants. Et c'est avec ce titre. Quand les Ivoiriens défient le VIH et autres pathologies, le confrère indique comment les coupeurs d'ongles sont aussi populaires que les barbiers ambulants. Ciseaux à la main, lame pour d'autres. Ceci, selon Le Matin, ça donne à un genre particulier de manucure-pédicure dans la ville d'Abidjan. Et cela tout en foulant aux pieds les mesures d'hygiène. Église évangélique, tout est mélangé, c'est ce que lance à sa une Allo Police de cette semaine. Après la récente investiture du général Camille Makosso en qualité de président et porte-parole de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, l'hebdomadaire satirique pose cette question. Makosso, Dion Robert, série Apollinaire qui représente la communauté évangélique. Plus de précisions dans Allo Police de cette semaine. Et puis le marché de bois de Boaké a été ravagé dans la nuit de samedi à dimanche par un incendie dont l'origine reste encore inconnue.
déclaré peu avant 20 h. L'incendie qui a fait d'énormes dégâts dans cette partie du grand marché de la deuxième ville du pays a été circonscrit avant minuit par les sapeurs-pompiers militaires. En août dernier déjà, la partie de ce grand marché dédié à l'oignon avait été ravagée par un incendie dans des conditions quasi similaires. Et à noter, selon Abidjan.net qui relaie l'information que cet incendie du marché de bois intervient 2 semaines après le lancement des travaux de reconstruction du grand marché de Boaké par le chef de l'État Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron le dimanche 22 décembre 2019. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre revue de presse. En attendant, je vous laisse en compagnie de Marco et Alix pour la suite de l'émission. Ils sont juste en régie. Merci à vous, Renaud Kobia, pour ce passage en revue de nos chers journaux d'ici. Alors, elle a été avec vous tous les lundis, à l'instar de vos 2 animateurs. Elle, c'est Gabrielle Zani, avec ses invités qui se sont succédés sur son plateau pour leur part de vérité dans Instant Vérité. On a essayé de vous faire un condensé de toutes les interventions et voilà ce que ça donne. Alors, vous avez dit que les ressources tirées du secteur informel ne permettent pas de construire des richesses, donc de créer des emplois pour les villes. Alors, donc, ces villes-là ne sont pas attirées par peut-être d'autres secteurs qui sont assez importants, qui doivent créer des richesses. Alors, vous, en tant qu'urbaniste, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Alors, il y a 2 niveaux d'intervention. Le premier, c'est d'abord le côté dynamique de nos villes. Il faut travailler à ce que nos villes puissent offrir des commodités de services qui soient de sorte à ce que nos villes soient productives. Ça, c'est un élément essentiel. Donc, pour nous, je pense que c'est de l'ordre du politique national de pouvoir, au jour d'aujourd'hui, imaginer des systèmes de sorte que les villes puissent produire davantage. Oui. Monsieur Oumar, je veux reposer la question. Je vous pose une question, c'est que vous, en tant qu'urbaniste, vous avez posé un diagnostic. C'est que les villes, dans le secteur informel, c'est beaucoup développé dans les villes, ce qui ne permet pas aux villes de tirer, d'aller vers le haut. Alors, la question, c'est que vous, en tant qu'urbaniste, en tant que conseiller du ministre de la Ville, qu'est-ce que vous faites? Quel est le conseil que vous donnez au ministre de la Ville pour résoudre la question? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut, donc, comme partout dans toutes les autres politiques sectorielles, il faut, au jour d'aujourd'hui, que nos villes puissent être des villes où il y a de l'activité économique. Vous dites que le FPI, le PDCI, le RHDP, ces partis politiques-là ne sont pas fiables pour conduire la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui, je pense bien. Et je voulais même profiter de votre émission là pour inviter ceux qui sont dans ces partis-là de nous rejoindre. Oui. Vous n'êtes pas ici à une campagne de sensibilisation, voilà. Monsieur. Alors, que comptez-vous apporter de plus à la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a besoin, un pays qui a plus de 7 000 milliards de dettes extérieures, plus de 1 300 milliards de dettes intérieures. On ne peut pas parler d'émergence avec ces bagages-là. Vous voyez, c'est comme un père de famille qui a un cas de crédit et qui ne peut pas payer ses dettes. Monsieur Bamba, la question que je vous ai posée, je ne vous ai pas demandé si la Côte d'Ivoire a des dettes à payer ou ça. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez à apporter à la Côte d'Ivoire. Mais il faut que je sache au moins les charges de la Côte d'Ivoire pour vous donner des solutions. Donnez-nous ce que vous mais c'est ce que je viens de vous dire. Il y a les crédits côté contractés au nom de la Côte d'Ivoire. Il faut que je vous cise d'abord pour dire comment on va payer ça. Comment vous comptez payer les dettes de la Côte d'Ivoire? Bon, c'est très simple. Il faut capitaliser dans l'investissement humain, l'éducation. Vous avez dit que les proches sont des personnes, qui mettent les enfants en confiance et qui commettent généralement ce genre de crimes. Alors, pour les parents, pour les proches et tout cela, est-ce que c'est appliqué? Est-ce que la loi est appliquée dans toute sa rigueur? Bien sûr, la loi est appliquée. On a connu une période difficile qui est la période qui a couru entre 1999 et 2010-2011. Pendant cette période, beaucoup de viols ont été commis et malheureusement, là où on pensait que ces criminels pourraient être jugés dans une cour d'assises, cela n'a pas été possible. Alors il est arrivé que le viol soit qualifié autrement pour pouvoir condamner ces personnes. Le facteur de l'impunité, ces personnes qui commettent ces crimes-là, elles sont rassurées qu'on ne pourra pas les punir, tout simplement, et que peut-être la loi ne va pas s'appliquer. Bien sûr, ça c'est ce que je vous appelle, c'est ce que les gens ont eu
comme usage. Ils ont pensé qu'on pouvait commettre ces crimes et ne pas souffrir du tout d'une condamnation. Mais ça a changé. Depuis 2014, les choses ont évolué, tant au ministère de la Justice, tant au ministère de la Famille, au ministère de l'Éducation nationale. Des dispositions ont été prises pour protéger tous ces enfants qui sont victimes de viols. Et systématiquement, ces violeurs sont condamnés. Je vous ai parlé de 24 cas cette année, il y a 23 condamnations déjà. Sur les 24 Sur les 24. Que vous avez recensés. Oui. Il y a déjà 24 condamnations. 24 condamnations. Donc ça veut dire que les auteurs ont été appréhendés, arrêtés, jugés et ces auteurs-là sont enfermés. Ils sont enfermés. Comment se fait-il que le RPCP soit au RHDP hier et aujourd'hui est dans l'opposition avec 15 autres partis politiques? On ne peut pas comprendre, les Ivoiriens ne comprennent pas, ils veulent savoir quelle est la position exacte du RPCP. C'est pourquoi je voudrais être clair, madame, une bonne fois pour toutes. Je voudrais éclairer la lanterne des Ivoiriens sur ce point. Le RPCP est actuellement dans un groupement politique appelé le Groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP. Et ce groupement politique était dirigé de maître par madame Henriette Lagou, qui est la présidente et qui coordonne ce groupement, qui est la présidente du RPC et coordonnatrice de ce groupement. Nous avons été au niveau du RHDP. Comme je le disais tantôt, c'est lorsque le RHDP était groupement politique et non parti politique. Donc il faut que les Ivoiriens arrivent à faire cette distinction entre le groupement politique RHDP et le parti politique RHDP. Il y a véritablement un hiatus. Mais la question que les Ivoiriens se posent, c'est comment, il y a quelques mois seulement, vous étiez au RHDP, et après vous êtes maintenant avec des partis de l'opposition. Alors quel genre d'opposant êtes-vous? Oui, la politique est une saine appréciation des réalités du moment. Donc nous avons constaté que le RHDP, groupement politique ou parti politique, ne pouvait pas faire notre affaire. Il fallait trouver un autre mécanisme. Sinon, réfléchir à une autre action, à une autre synergie pour, je dirais, faire véhiculer nos idéaux. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes retrouvés au GPP. Le 25 novembre marque la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et vous vous dites que cette journée n'évoque pas grand-chose, sauf peut-être des discours. Pourquoi dites-vous cela? Ce que je dis, c'est que le 25 novembre, effectivement, c'est le démarrage même des 16 jours d'activisme. Donc, pour nous, il y a du contenu à y mettre. L'idée pour nous, c'est qu'on ne nous répète pas toujours les mêmes discours et qu'on n'habille pas simplement des femmes ou des personnes en orange pour dire stop aux violences. Nous disons, à un moment donné, il faut qu'on nous dise s'il y a des lois qui sont prises. Quel est l'état de la mise en œuvre de ces lois? Où on en est avec des activités concrètes vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des communautés, l'éducation des communautés, qu'est-ce qui se passe concrètement? On n'en voit pas beaucoup, à part un défilé qui se fait de façon officielle. Et puis, bon, après, il y a la société civile, des organisations qui prennent des initiatives. Mais nous disons que ça ne suffit pas. Au niveau public, on a besoin d'avoir un peu plus que ce que nous voyons jusqu'à présent. Alors, ça ne suffit pas. Dites-nous, quelles sont les statistiques en matière de viol, d'abus sexuels sur la fille ou même le mariage forcé en Côte d'Ivoire? En matière de viol, je crois qu'il y a eu des chiffres de 2018 fournis par l'UNFPA qui parlait de 678 cas de viol. Et dernièrement, Madame la ministre de la Femme a parlé de 517 cas en une année sur des mineurs. Nous disons, là même les chiffres sont choquants, mais à la limite, ces chiffres-là ne traduisent pas vraiment la réalité à cause du contexte qui entoure les violences faites aux femmes, qui entoure les cas de viol. On n'a pas toujours les chiffres parce que les personnes ne dénoncent pas forcément les situations dont elles sont victimes. Et donc, je pense que quand on dit qu'on a 618 cas de viol, je pense qu'on devrait multiplier ces chiffres-là par 3 ou 4. Et c'est alarmant. C'est alarmant parce que les gens se taisent. Et le plus grave aujourd'hui, c'est que la cible tend à se réduire. L'âge de la cible commence à être réduite dans la mesure où on a des viols sur des enfants de 9 mois, sur des enfants de moins de 3 ans, sur des enfants de moins de 4 ans. Et cela, c'est très grave à partir du moment où nous pensons qu'on est dans des cas de vulnérabilité extrême. Qu'est-ce qui a motivé la création de votre mouvement politique? Ce qui nous a motivés, c'est la déception de la classe politique. Vous savez, nous avons appartenu à la grande famille du FPI. Nous avons été de tous les combats. Et vous êtes sans ignorer que nous avons connu une crise post-électorale en 2011. Donc, juste après la crise post-électorale, nous faisons partie de ces jeunes qui avaient demandé
qu'un bilan se fasse sur non seulement la gestion des 10 ans de notre régime et comment a été gérée cette crise-là. Malheureusement, jusqu'en 2015, nos acteurs, nos leaders politiques que nous suivons n'ont pas accédé à cette requête-là. Donc nous avons décidé de prendre nos responsabilités parce qu'il fallait avancer, il fallait changer de posture. Donc nous avons pris nos responsabilités en créant notre mouvement. Alors parce que tout simplement les leaders politiques du FPI n'ont pas peut-être accepté de faire un bilan. Alors vous avez donc décidé de sortir et de créer votre mouvement. Alors selon certains observateurs, cet argument-là ne fait pas le poids. Voilà que cela ne doit pas être un argument pour vous emmener à sortir et à créer un mouvement politique. Mais vous savez que même un élève, quand il va à un examen, qu'il échoue pas, il fait un bilan. Vous savez, le manque de bilan est le premier pas vers l'échec. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Oui, mais le manque de bilan ne peut pas vous emmener à sortir, à créer un mouvement politique. Mais bien sûr. Vous sortez d'une crise. Le FPI peut-être est fragilisé. Le temps peut-être d'asseoir les bases pour faire un bilan. Mais nous avons attendu de 2011 jusqu'en 2015. Nous avons pris 4 ans à observer. Vous faisiez partie de la liste des 24 signataires de la plateforme de la CEI. Non. Vous êtes parti. Vous ne faisiez pas partie des 24 signataires de l'opposition. De l'opposition, oui. Non, ce n'était pas une plateforme. C'était pas une plateforme. C'était un groupe de partis de l'opposition qui s'étaient retrouvés pour travailler ensemble sur les points essentiels de la réforme de la CEI. Ce n'était pas encore une plateforme. C'est maintenant que c'est devenu une plateforme pendant que nous n'étions plus là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retiriez de ce groupe? C'est quand certaines parties s'étaient retirées de la discussion. Pour nous, nous pensons que pour que les Ivoiriens soient en confiance avec les animateurs politiques ivoiriens, il faut que nous préservions l'essentiel, surtout l'intérêt supérieur du pays. Alors, il faut toujours aller au dialogue, quelles que soient les circonstances. Parce que quand tu abandonnes le dialogue, tu prends une position plus dure et qui peut apporter l'inquiétude. Que veulent les Africains, selon vos études? Ils veulent une indépendance économique, une indépendance monétaire. L'indépendance a ses obligations, l'indépendance a ses implications. Quelles sont les implications ou encore les obligations de cette indépendance? Lorsque vous avez votre propre monnaie, par exemple, il faut maîtriser ce qu'on appelle le système d'inflation. Or, s'il y a de la corruption, vous risquez de passer en inflation et en hyperinflation, comme on a vu le cas au Zimbabwe. Donc, il faut une rigueur dans la gestion. Donc, c'est vrai que c'est de la monnaie. Alors, cette rigueur-là suppose quoi? La lutte contre la corruption, la compétence, parce que c'est de l'argent que vous allez investir. Et si cet argent est mal géré, vous risquez de revenir à la case de départ. Est-ce que vous pouvez nous dire ici que la plupart des pays africains, la gestion, je vais dire, la corruption mine un peu la gestion des affaires économiques? Et je suis formé là-dessus. La corruption fait perdre de l'argent. Regardez par exemple des tendances. Nous sommes en Côte d'Ivoire, quand vous avez un peu de moyens, vous scolarisez votre enfant en Europe. Est-ce que lorsque nous allons passer à l'ECO, cette tendance va changer? Non, on va toujours compter dépenser notre argent en Europe. Lorsque vous avez de l'argent, est-ce que vous voulez dépenser votre argent pour la santé, vous allez encore en Europe. Est-ce que cette tendance va changer? Non. Donc il faut améliorer le système éducatif, le système de santé, parce que l'économie appartient à ceux qui investissent. Vous pouvez avoir une bonne masse monétaire, mais c'est là où dépenser cet argent, c'est ceux-là qui seront riches. Donc tant qu'on ne change pas le système de santé, corruption, éducation, la santé, la stabilité politique, on risque d'avoir une autre monnaie et rester au statu quo. Les Ivoiriens constatent, surtout les Abidjanais, constatent aujourd'hui que tous les ronds-points d'Abidjan sont transformés en gares routières. C'est ça. Que fait le patronat? Merci. Alors, nous sommes en train de dire ici qu'il existe des infrastructures et que les transporteurs n'utilisent pas. Non, il n'existe pas d'infrastructure. Non, attendez. Les transporteurs d'Abidjan... Le 220 logements est devenu une gare routière. Oui, parce que... Il y a une gare qui a été dédiée il n'y a pas de gare. Juste à 50 mètres de il n'y a pas de gare. Il n'y a pas de gare. Je vous informe qu'il n'y a pas de gare. Comment ça, il n'y a pas de gare? Les Abidjanais se rendent compte qu'il y a une gare qui est à côté. Il n'y a pas de gare. Une gare, c'est une infrastructure qui présente un certain nombre de normes
à savoir des commodités de sécurité, d'hygiène et un espace bien aménagé pour que les usagers puissent s'installer et attendre leur véhicule. Ce ne sont pas des gares. Donc, autrement dit, nous faisons oui. le transport, le débarquement, l'embarquement sur la chaussée. Je suis désolé de le dire. Les collectivités territoriales qui sont chargées de mettre à la disposition des acteurs du transport des espaces aménagés. Et pourtant, je vous dis, ils payent ce qu'on appelle la taxe de stationnement. Mais cette taxe de stationnement devrait pouvoir, en retour, offrir un service aux transporteurs. Mais malheureusement, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de gare routière en bonne et due forme? Alors, il faut là poser la question maintenant à ceux qui ont fait l'urbanisme d'Abidjan et à ceux qui continuent de faire les lotissements d'Abidjan. On prévoit dans les différents lotissements des écoles primaires, des centres de santé, on prévoit même des cimetières. Mais on ne prévoit pas de gares routières, ce qui est essentiel. Sacré Gabriel Zani avec Instant Vérité, la fameuse phrase « Les Ivoiriens veulent savoir ». On remercie au passage tous ces invités-là qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être présents. Ce n'est pas facile dans ces conditions particulières, c'est-à-dire très tôt le matin, de tourner. Justement, parlant de conditions particulières, eux aussi nous ont enrichi tout au long de cette année. Nos représentants des ressources humaines, ils sont venus sur le plateau nous parler de tout ce qui est bien, tout ce qui est bon pour un employé, pour un patron. Et on revient dans ces moments et morceaux choisis. Regardez. C'est quoi le contrat de travail? Le contrat de travail, en définition, c'est un acte de type privé qui lie juridiquement l'employé à l'employeur. Un acte de type privé qui lie juridiquement l'employeur à l'employé. Okay? Donc, dans ce contrat de travail, il y a les clauses qui vont définir la collaboration entre cet employé et l'employeur. L'employé met son activité professionnelle à disposition de l'employeur qui donne l'autorité à l'employeur sur l'employé. Et en contrepartie, l'employeur lui verse un salaire. D'aucuns demanderaient, mais pourquoi signer un contrat de travail? Pourquoi? Signer un contrat de travail parce que le contrat de travail va donner, je vais dire, le cadre dans lequel vous allez collaborer. Jeter les bases. Jeter les bases. Le type de contrat de travail. Parce qu'il y a différents types de contrats de travail. Voilà. Il y a les contrats de travail qu'on appelle les CDD, les contrats à durée déterminée, les contrats à durée indéterminée, les CDI, il y a les contrats d'essai, il y a les contrats à durée déterminée, à thème imprécis. Il y a des contrats d'essai, on nous dit qu'il y a des contrats d'essai qui durent ad vitam aeternam. Il y a des gens, surtout les stagiaires, et il y a une dame qui nous disait que surtout dans le domaine de la banque, il y a des stagiaires de très très longue durée, il y a des stagiaires qui sont en entreprise depuis 5, 6, 7 ans. C'est quel genre de stage, de contrat ça? C'est des contrats de stage, de travail ou bien, je sais pas? C'est le contrat qui n'existe pas en réalité. Normalement, juridiquement, ça n'existe pas. Juridiquement, ça n'existe pas. L'essai en matière de contrat de travail dépend de la catégorie. Et les catégories pour lesquelles les essais sont plus longs sont les catégories de cadres. Et l'essai est de 3 mois maximum, renouvelable une fois. Donc ça fait un maximum de 6 mois. Ça, c'est pour les cadres. Ça, c'est pour les cadres. Et quand tu viens en bas, les agents de maîtrise, tu vas trouver un maximum de 2 mois, renouvelable une seule fois, qui va partir à 4 mois. Et même, il y a des niveaux de catégories plus bas où l'essai va tourner autour de 8 jours. Okay? Et donc, quand une entreprise quitte dans ce cadre-là, c'est comme si elle était en train de violer la loi. Okay? Donc, nous, on est là pour parler de ce qui doit être fait correctement. Donc, le contrat de travail, c'est ça. Donc, dans le contrat de travail, il y a le type du contrat de travail qui sera défini, si c'est un CDD, si c'est un contrat d'essai, si c'est un contrat à durée indéterminée, ok. Il y a l'adresse, ok, de l'employeur qui embauche le nouveau collaborateur, telle entreprise située dans telle zone avec ses différentes références, d'une part. Il y a les références également de l'employeur lui-même, ok, son identité qui est déclinée. Et on va définir le test le test sur lequel on se base, okay, pour pouvoir déterminer ce contrat de travail-là. Je crois en Côte d'Ivoire, depuis le nouveau Code du travail de 2015, le test il sort du Code du travail de 2015. On va définir la catégorie de l'employé dans le contrat de travail. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un barème officiel des catégories de salaire qui est fait en fonction des secteurs d'activité. La catégorie peut-être dans le secteur de la communication, les différentes catégories dans le secteur de la communication
ne sont pas les mêmes que les différentes catégories dans le secteur de l'industrie, par exemple. Quelle doit être la qualité ou les qualités que devrait avoir le personnel tout entier dans la hiérarchie? Alors justement, c'est une très bonne question, Alix. Vous avez, dans l'hôtellerie, vous avez deux mondes qui se côtoient. Vous avez ce qu'on appelle les départements opérationnels, donc ceux qui font l'accueil à la réception, ceux qui font les chambres, ceux qui font la restauration, aussi bien en salle qu'en cuisine. Ça, c'est vraiment l'hôtellerie pure. Et puis à côté, vous avez les départements support, comme le commercial, les ressources humaines et tout le reste. Oui, donc deux mondes qui se côtoient. Il faut effectivement, c'est vrai que le cœur du métier étant l'hôtellerie, ben, quand on recrute quelqu'un à la réception, quand on recrute quelqu'un pour faire les chambres, quand on recrute quelqu'un pour faire le service dans un restaurant, je dis toujours que c'est un secteur d'activité où il ne s'agit pas d'apprendre des formules par cœur. Ce n'est pas de la chimie. On peut être qualifié, venir travailler, comme on peut être formé sur le tas. Mais bien entendu, si on avait un bon formateur, et il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'hôtellerie qui ne savaient rien de cette activité, qui ont été formées par des coachs et qui sont des très très bons voilà. Pour rebondir sur ce que vous dites là, le profil indiqué, ce serait quoi? D'avoir l'amour, d'être majeur pour pouvoir travailler? Quelles sont les aptitudes? Alors, je pense qu'en plus d'avoir les compétences techniques requises, il faut aimer le métier. Tous ceux qui y sont vous le diront, parce que vous n'avez pas la passion de cette activité, il vous sera difficile d'y évoluer vraiment de façon très sereine, parce que ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup, il faut être disponible, les horaires sont très élastiques, donc il faut être flexible. Et donc si on n'aime pas l'activité, bah, c'est un peu difficile d'y évoluer. Donc vous avez raison, il faut avoir l'amour de ce métier qui est assez particulier. Un sens du service très accru. Oui, parce que les clients qui viennent, ils n'ont que faire de nos problèmes en fait. C'est un peu comme vous là, vous venez à l'antenne, vous êtes une personne comme nous autres, hein, pour avoir des problèmes personnels, mais les téléspectateurs téléspectateurs ne sont pas censés ils veulent juste être avoir une personne agréable qui leur parle. C'est la même chose pour l'hôtelier, qui une fois franchit le pas de son entreprise, doit être d'une amabilité irréprochable. Mais tous les jours, ce n'est pas un jour sur deux, ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. D'où l'importance de ce suivi-là pour que les collaborateurs... Justement, vous touchez du doigt quelque chose de très important, amabilité continuelle. Est-ce que ça doit friser entre griffes le lèche-botting? Est-ce qu'il faut être toujours présent quand on sait qu'un client est susceptible de nous laisser un pourboire assez conséquent, être dans ses baskets tout le temps? Est-ce que c'est indiqué? Alors, non, lèche-botting, je ne dirais pas. Non, vous avez quand même des références dans le métier qui vous disent qu'un hôtelier, quand il commence à travailler, il doit se considérer comme sur une scène. J'ai un rôle à jouer. Je dois jouer ce rôle-là de la meilleure façon, de façon la plus naturelle possible. Oui, parce que quand vous êtes vrai avec le client, il le sent. Ben, quand c'est singé aussi, il le sent. Voilà, c'est des êtres humains comme vous et moi. Donc oui, faire son travail de la meilleure façon qu'il soit. On peut être réservé de nature, on peut ne pas être souriant de nature, mais dès l'instant où je franchis le pas de mon entreprise, je dois être une personne ouverte, je dois être souriante, parce que le client qui vient, il veut effectivement plus que l'impression, avoir le sentiment qu'il est pris en charge et qu'on est content de le recevoir. On parle d'enfants, on parle d'entreprise, d'où le profit. Cette corrélation-là, on se rappelle que des fois, au niveau international, il y a certaines marques qui ont été boycottées parce que faisant travailler des enfants dans leur usine au niveau extérieur. Le point ici, en Côte d'Ivoire, ça donne quoi? En Côte d'Ivoire, disons que depuis le dernier rapport produit par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 2016, il y a près de 32% d'enfants qui travaillent. 31,3% d'enfants se trouvent en situation de travail. Mais ne disons pas systématiquement que le travail de l'enfant doit être banni. Mais il y a toute une autre forme de travail de l'enfant qui doit être banni. Justement, ça a encouragé. Mais il y a une forme de travail on va dire, qui est désignée par les pires formes de travail de l'enfant. Donc, ils sont dans une autre convention encore des Nations Unies. On appelle ça la Convention 182. Donc, cette convention parle encore, en plus, de types dangereux de travail. Et ça a été renforcé au niveau de la Côte d'Ivoire en juin 2017 par un arrêté qui donne donc la liste de ce qu'on a appelé les travaux dangereux et la liste des travaux légers. Donc, l'enfant peut, dans le cadre de son intégration sociale, effectuer un certain nombre d'activités. Mais malheureusement, il se trouve que certains enfants, dans le cadre de leur travail, donc nous parlons là de, disons, plus de 21% d'enfants en Côte d'Ivoire qui se trouvent dans une situation de travail qu'on appelle travail dangereux. Même le travail domestique, quand il empiète sur, quand il y a une incidence négative sur la santé de l'enfant, ou bien quand il est fait à des heures où l'enfant est censé être en train d'apprendre et qu'il, on va dire, constitue une potentielle menace pour le développement ou la croissance physique d'un enfant, peut être dangereux.
Donc, c'est le principe en fait qu'il faut avoir. Un enfant peut mener des activités, mais tant que cette activité n'a pas d'incidence négative sur l'opportunité d'apprentissage, sur sa protection ou sur sa vie, tout court, il faut systématiquement bannir. Donc, c'est pourquoi, à l'entrée, j'ai tout de suite remercié la RTI, parce que je pense que le point fort de toute cette question, c'est la communication et c'est l'information qu'il faut partager autour de nous. Le principe, c'est de ne pas faire à un enfant ce qu'on n'aurait pas souhaité qu'on nous fasse. Quand on est enfant ou quand on est enfant. Donc, je veux dire qu'on soit alphabétisé ou pas, nous sommes en train de parler là de près de la moitié de la population ivoirienne, parce qu'il faut dire qu'il y a 5 ans, les enfants, c'est-à-dire des personnes dont l'âge varie entre 0 et 14 ans, constituaient 42% de la population ivoirienne. Dans votre fonction de ressources humaines, aujourd'hui, est-ce qu'on peut qualifier les ressources humaines comme avant? Ah non, je ne dirais pas qu'on peut qualifier les ressources humaines comme avant. On a longtemps parlé de gestion du personnel. Pour aujourd'hui parler plus de gestion de ressources humaines, parler de management de capital humain, parler d'identifier, de séduire des talents. Ce sont des nouvelles dénominations qui arrivent, hein, en ce sens-là même qu'on voit qu'on est quand même dans des métiers, dans des problématiques de gestion des hommes qui évoluent. La bonne nouvelle, c'est que la fonction de ressources humaines évolue. Elle n'est pas fixe, elle est flexible. Elle s'adapte au temps parce que la matière première, entre guillemets, sont les hommes. Tout à fait. Tout à fait. La matière première, ce sont les hommes. Les entreprises l'ont bien compris, l'environnement également est en permanence en mutation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut plus gérer les hommes comme on les gérait avant, comme on les gère aujourd'hui. Il y a cette révolution digitale, cette révolution numérique. Vous savez que la génération des 30 ans est la dernière génération à avoir connu l'avant-Internet, hein. Donc, il y a Internet qui arrive, avec donc la digitalisation, l'évolution, enfin, il faut s'adapter à tout cela. À côté de cela, il y a l'environnement qui évolue, qui est en permanence en mutation. Tout ce qui est exigence sociétale, l'être humain ne se gère plus de la même façon il y a 10 ans, il y a 30 ans comme il se gère aujourd'hui. Et donc l'impact, c'est aussi donc, de ce fait l'évolution des pratiques RH, des best pratiques RH et des métiers RH. Justement, parlons d'évolution, restons dans le présent en rêvant au futur. Quels sont ces métiers-là qui tentent pas à remplacer, mais à être maintenant en vogue dans la fonction RH? Alors, on parlait de la digitalisation. Donc, moi, j'ai d'abord envie de mentionner tout ce qui est marketing RH. On voit l'apparition de fonctions de direction marketing RH. Qu'est-ce que ça va être, un directeur marketing RH? C'est une personne qui va être responsable, qui est en fait le compteur de l'entreprise, j'ai envie de vous dire. C'est la personne qui, via son département, va gérer tout ce qui est data en lien avec les ressources humaines, depuis le fait de mener des campagnes de recrutement, à gérer vraiment en interne tout ce qui est logiciel, qui va servir à la gestion donc, des ressources humaines. C'est également une personne qui va suivre la marque employeur. On parle de plus en plus de la marque employeur. Qu'est-ce que c'est la marque employeur? C'est en fait du marketing RH. Qu'est-ce que le marketing RH? C'est du marketing qui est adapté aux ressources humaines pour justement pouvoir tirer un maximum de ces hommes et ces femmes qui ont des valeurs qui évoluent, qui ont aussi des métiers qui évoluent, qui ont des attentes surtout qui évoluent. Et il nous faut, nous, RH, pouvoir répondre à ces attentes. On est dans le giron de la formation de l'entreprise, avec les étudiantes, avec tout ce qu'on a eu ici comme information. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle culture d'entreprise? La culture d'entreprise peut se définir comme un ensemble de pratiques, de méthodes, mais également d'agissements que partagent un certain nombre d'employés au sein d'une organisation. D'accord. Alors, partant de la définition, il faut savoir que nous avons par exemple plusieurs sociétés qui exercent dans un même domaine, mais ne vous y trompez pas, chaque entreprise a sa culture d'entreprise propre à elle et on va essayer maintenant de déceler les composantes de la culture d'entreprise. Tout à fait. Alors, quand on parle de culture d'entreprise, il faut dire qu'il y a des éléments qui la distinguent et des éléments qui la composent. Alors, ces éléments-là sont en premier lieu la région dans laquelle l'entreprise se situe, son activité première, donc en termes de formation, de métier. Et il y a aussi les fondateurs de l'entreprise. Et les fondateurs de l'entreprise, on a le code vestimentaire, on a le langage, on a les habitudes socio-culturelles, on a la communication, donc le langage qui distingue et qui compose en fait une entreprise. Donc c'est une double identité. Il y a une identité interne et une identité externe.
Bon, on ne dirait pas double identité. On va dire multiple. On va dire multiple, mais en fait, c'est le facteur externe qui influence notamment le facteur interne. Et comment précisément? Alors, de façon précise, on peut se retrouver dans une entreprise, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, si on se retrouve dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous comprenez que les pratiques au sein du nord ne sont pas semblables aux pratiques au sein du sud. Donc déjà, ça va impacter l'entreprise en elle-même. Ça, c'est l'aspect extérieur. Au niveau de l'aspect intérieur, ça va être les habitudes ou généralement le fondateur, donc celui qui a l'initiative de l'entreprise. Donc, ce sont ces valeurs qu'il va apporter au sein de l'organisation qui vont impacter notamment... Madame, parce que une entreprise de base est universelle. Que l'entreprise soit à Korogo, à Tokyo, l'idée de base, c'est faire du profit. Le chiffre. Ah, mais voilà, donc je ne comprends pas pourquoi à Korogo, est-ce qu'on se laisse noyer par l'environnement ou bien on se dit, bon, quel que soit l'endroit où on est, l'entreprise, c'est l'entreprise. La RTI qui est à Abidjan, comme à San Pedro, à Boaké, c'est le même directeur général, c'est le même directeur général, c'est le même logo, voilà. Alors, quelles sont les spécificités, si on peut dire ça comme ça? Bon, si je prends toujours le cas de la RTI, c'est le meilleur cas école que nous avons sur ce plateau. Donc, la RTI qui se trouve à Boaké et la RTI qui se trouve à Abidjan est certes la même RTI. Mais vous allez avoir des habitudes et des pratiques de la RTI de Boaké qui ne sont pas des habitudes et des pratiques de la RTI d'Abidjan. Si on veut illustrer nos propos, on peut dire qu'on prend un jour de la semaine où il y a peut-être une tenue vestimentaire qui est commune aux salariés de la RTI de Boaké, mais qui n'est peut-être pas commune aux salariés de la RTI d'Abidjan. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui a été formalisé, en fait. Parce que, justement, c'est ça la particularité de la culture d'entreprise, c'est que ce n'est pas formalisé. C'est la chose la moins formalisée au sein de l'entreprise. Donc, c'est un peu comme quelque chose qui est inné. C'est un peu comme une personnalité. Vous pouvez vous trouver à Abidjan, vous trouvez des personnes à Tokyo, mais vous allez voir qu'elles sont différentes. Elles peuvent être des Ivoiriennes, mais ces personnes vont être différentes. Donc, c'est un peu l'identité même de l'entreprise, la personnalité. Quand vous nous dites que ce n'est pas formalisé, pourtant, c'est insufflé par le management de haut. Alors, qu'est-ce à dire? C'est chaque entité, chaque démembrement de la structure maintenant qui essaie d'apporter son grain de sel à une entreprise dûment constituée peut-être par un groupe ou voilà, un État. Comment ça se passe? Bon, il faut dire que le top management, lui, il lance un peu il jette les dés. Il jette les dés. Il jette les dés. Mais en réalité, ce n'est pas une attitude qui est formalisée. Donc, vous voyez, ce n'est pas des instructions qui sont données. Ce sont des pratiques. Vous pouvez arriver dans une entreprise, dans une salle de réunion, et vous allez voir qu'il y a un siège qui n'est pas occupé. Mais ce n'est pas dit. Mais c'est tout simplement, ça fait partie des habitudes. On sait que là, c'est le siège du boss, donc personne ne s'installe dans ce siège. Comment concilier travail et famille? Voilà, je viens d'un endroit où vraiment ça, c'est le travail, même si la majorité, c'est l'informel, c'est la grande question. Alors, première question, Alix et moi, quel métier pour concilier une vie de famille? Avant même de savoir s'il y a des métiers qui peuvent favoriser l'équilibre travail-famille, il y a lieu d'abord de savoir qu'est-ce que la conciliation famille-travail. Nous sommes dans un monde de plus en plus exigeant, avec des contraintes de toutes parts, des attentes à n'en point fini, et ces attentes-là touchent tous les domaines de vie de l'individu, que ce soit au niveau familial comme au niveau professionnel. Et la question qui se pose quand on parle de conciliation famille-travail, vie privée-travail, est-ce que l'individu arrive à gérer autant que faire se peut, à faire aller ensemble les besoins, qu'ils soient personnels comme professionnels, sans toutefois que les deux arrivent à se marcher là-dessus. Parce qu'on parlera de déséquilibre lorsque, par exemple, il va y avoir un conflit de rôle, un conflit d'horaire entre les exigences professionnelles et les exigences personnelles. Cela dit, bien entendu, il y a, quand on parle de, comment on appelle, concilier la vie professionnelle et la vie privée, il y a des métiers qui vont être plus faciles à gérer dans ce contexte-là.
Mais il y a d'autres métiers, par contre, qui, par rapport à leurs caractéristiques propres, par rapport à leurs exigences propres, vont demander beaucoup plus d'efforts de la part des acteurs. Pour une femme aujourd'hui, est-ce que c'est facile de concilier cette vie professionnelle et cette vie privée? Merci bien. Ce n'est pas facile, il faut le dire, parce que, vous voyez, on est en train de, comment on appelle, passer d'une situation à une autre. La première situation, c'était quoi? Que la femme, généralement, était réservée pour les tâches familiales, s'occuper des enfants, de toute la maisonnée. Mais de plus en plus, on se rend compte que ce rôle premier-là de la femme est en train de changer. C'est d'autant plus que beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans la vie professionnelle. Alors, donc, du coup, il y a que de nouvelles tâches vont s'ajouter aux tâches régaliennes de s'occuper de la maisonnée. Donc, justement, il va falloir qu'on puisse faire des adaptations de sorte que la femme puisse être pas extraordinaire, mais donner le meilleur d'elle-même, que ce soit en famille comme au travail. C'est quoi une action sociale? Alors, une action sociale, de façon simple, hein, c'est l'ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même, okay, pour soit préserver la cohésion ou soit créer la cohésion, notamment par les dispositifs législatifs, c'est le cas de la CNPS, la CIGRAE, la CINAM et autres qu'on connaît, ou par des actions que l'entreprise organise elle-même en interne. D'accord. On a la définition de l'action sociale. Vous avez parlé de dispositifs législatifs. C'est que cela encadré. Donc, juridiquement, une entreprise a-t-elle le droit de faire des actions sociales? Alors, il y a des actions sociales qui s'imposent à l'entreprise. Okay. Vous avez par exemple la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, okay, qui est un dispositif réglementaire dans lequel on va demander à une entreprise de cotiser pour l'accident de travail, pour les maladies professionnelles, pour préparer la retraite de l'employé. Ça, c'est ce qui est réglementé. Okay. Maintenant, au-delà de ça, ce qui arrive, ce qu'on a l'habitude de voir, les autres actions sociales que l'entreprise organise, c'est pour pouvoir créer le sentiment d'appartenance de ses collaborateurs, pour les motiver et à donner plus que ce qu'ils devaient donner naturellement. Alors, comment faire quand on veut faire une action sociale? On s'entoure de quoi? Quels sont les prérequis? Comment on fait? Alors, ce qu'il faut comprendre dans le monde de l'entreprise, il y a d'abord ce qu'on appelle le contrat d'engagement. Le contrat d'engagement, c'est le contrat qu'on signe pour commencer à travailler. Ça peut être un CDI, ça peut être un CDD. Et il y a ce qu'on appelle le contrat psychologique. Okay? Le contrat psychologique, ce n'est pas ce contrat-là qui est formellement signé, okay? Mais c'est un contrat d'engagement entre l'individu, entre la conscience de l'individu et la conscience de son entreprise. Dans ce contrat psychologique-là, l'employeur attend beaucoup plus de l'employé. Il va attendre de l'employé un sentiment d'appartenance. Il va attendre que l'employé considère l'organisation comme la tienne. Il va attendre que l'employé travaille jusqu'à des heures tardives, tant qu'il peut donner, tant qu'il peut permettre à l'entreprise d'être performante. Okay? Et l'employé, de son côté, va attendre de cet employeur-là, qui est exigeant de son côté, il va attendre de cet employeur-là de pouvoir lui mettre à disposition un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément incluses dans le contrat de travail, mais qui a tout son sens, en fait, qui va lui permettre de pouvoir faire le sacrifice que l'employeur donne de son côté. Donc ça, c'est un contrat psychologique. Donc moi, de mon côté, je vais dire, OK, je vais accepter de venir travailler peut-être le 25 décembre, okay, ce qui n'est pas normal, mais j'accepte de venir travailler le 25 décembre. Quand je suis sûr que mon employeur va prendre peut-être à 100% mes charges liées peut-être à cette journée-là. Okay, elle va organiser peut-être des arbres de Noël auxquels mes enfants seront conviés, ma femme peut-être sera à une cérémonie. Donc du moment où moi, en tant que père de famille, j'ai tous ces aspects-là qui sont réunis. Mes enfants vont célébrer le Père Noël comme tous les enfants du monde entier. Ma femme va à des cérémonies, à une cérémonie qui réunit tous les collaborateurs, qui réunit les femmes des collaborateurs. Okay. Moi, en tant que collaborateur, je me dis, OK, je peux aller travailler pour cette personne-là parce que derrière moi, il assure mes arrières. Tous ceux dont j'ai besoin, voilà, tous mes arrières sont assurés. Quels sont les différents types d'entretien d'évaluation? OK. Avant de parler des différents types d'entretien d'évaluation, je voudrais parler du processus lui-même. D'accord. Parce que nous sommes sortis du système classique dans lequel, en fin d'année, un chef vient avec un document qu'on appelle une fiche de notation et s'assoit pour dire que Marcelin, écoute, cette année, tu es noté A, tu es noté B, ou alors tu es noté 8 sur 10 et la direction de l'entreprise va utiliser ce document
pour avoir des incidences peut-être salariales ou bien de promotion. Lorsqu'on parle du système de gestion de la performance, c'est un ensemble d'éléments que l'entreprise met en place pour encadrer la carrière de l'employé. Et cet encadrement va prendre en compte depuis les objectifs de performance qui sont fixés entre l'employé et son superviseur. Et ces objectifs de performance sont des objectifs en lien avec la vision ou les objectifs globaux que l'entreprise veut atteindre en fin d'année. Et donc, une fois que ces objectifs sont déclinés en objectifs individuels, l'employé et son superviseur s'accordent et tout au long de l'année vont travailler à rendre ces objectifs réalisés et réalisables avec des indicateurs clés de performance. Et donc, l'entretien qu'on fait en fin d'année n'est rien d'autre que de passer en revue comment l'employé et son superviseur ont cheminé tout au long de l'année ensemble pour atteindre ces objectifs. Donc, les parties prenantes ici ne sont plus seulement l'employé lui seul ou son superviseur lui seul, mais c'est un travail de collaboration. Il y a une certaine démocratisation de l'évaluation. Oui, une certaine démocratisation de l'évaluation parce qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui évaluent? Avant, c'était le superviseur seul qui évaluait. Mais aujourd'hui, le processus de l'évaluation elle-même va prendre en compte plusieurs acteurs. Le premier acteur qui est pris en compte, c'est l'employé lui-même. On parle d'auto-évaluation. L'employé va dire au cours de toute cette année qui s'est écoulée, voici mes objectifs sur lesquels je m'étais entendu avec mon superviseur et voilà comment je les ai travaillés, voilà ce que j'ai pu réaliser et comment je les ai réalisés. Ça, c'est l'employé qui s'auto-évalue. À côté de l'employé, il y a ses collaborateurs et il y a tous ceux qui sont des gens, des témoins de son travail. Et donc, certains qui sont ses collègues, certains qui sont à des niveaux de responsabilité plus élevés que lui, mais qui l'ont vu travailler. C'est là qu'on parle d'évaluation 360 degrés. Et en plus de ces personnes qui sont ses collègues, ses pairs et des gens qui sont dans l'environnement de l'entreprise avec lui, souvent, on va aller recueillir l'avis des clients, des fournisseurs, des clients, des prestataires extérieurs de l'entreprise. On parle d'évaluation 540 degrés, quelque chose comme ça. C'est-à-dire on sort maintenant de l'entreprise. C'est à tourner la tête. Voilà. Et en plus de ces acteurs, on va avoir le superviseur lui-même qui va avoir son point de vue sur la performance de son collaborateur. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces appréciations qui vont peser désormais et non seulement le bon vouloir du superviseur ou voilà. Eh oui, tellement de sujets pertinents de l'univers de l'emploi que l'on a essayé de décortiquer en compagnie de nos experts qui vous apportent chaque jour des informations pertinentes et importantes pour le bon déroulé de votre vie en entreprise tout simplement. Et on va poursuivre encore puisque nous sommes là jusqu'en juin 2020. Absolument, il y en aura de la matière, on aura des invités, on aura des sujets. Chaque fois que Matin Bonheur ouvre son générique, il y a toujours un sujet, il y a un invité qui va forcément toucher votre environnement quotidien ou votre environnement hebdomadaire, en tout cas votre environnement tout court. En tout cas, merci d'être restés en notre compagnie, mesdames et messieurs. Alix, on se retrouve demain. Et puis, on va essayer de faire ça de plus en plus pour le récap du mardi, du mercredi, du jeudi et du vendredi. C'est sûr. Moi, j'ai été heureuse de l'avoir pour ce lundi. Je vais en profiter. Je vous souhaite tout simplement une très belle journée en compagnie des programmes de RTI1. À demain.